Voilà. Alors, on va passer d'abord sur. Bonjour tout le monde. Je suis Olivier. Je suis formateur certifié DaVinci Resolve pour ce qui est la partie montage, trucage. Euh, je travaille et je donne des formations à un centre qui se trouve à Paris qui s'appelle Vidéo Design Formation. On a fait pendant le confinement les formations en distanciel. Et depuis le début de la semaine, le centre a repris les formations en présentiel, c'est-à-dire dans les salles, bien évidemment de manière aménagée pour répondre aux exigences sanitaires. Et il y a encore aussi des formations normalement en distanciel. Dans les formations, dans toutes les formations, vous allez avoir deux formations qui concernent Fusion, si je ne me trompe pas ici. Donc, une formation de 5 jours qui est plus dans le cadre de la démonstration d'aujourd'hui, réservée à des monteurs pour faire des trucages et un peu d'habillage. Et puis, une formation de 10 jours qui fait que se pencher sur Fusion euh, et tous les outils en détail de Fusion. Voilà, vous retrouvez ça donc sur le site, n'hésitez pas avec les dates et les tarifs hein, pour aller voir. Vidéo design formation, ici. Ok. Alors, je rebascule dans Resolve. Je suis dans la page Edit. Et dans la page Edit, du coup, on a notre montage qui est déjà fait, hein, puisque le but étant pas de faire du montage, mais de travailler avec Fusion. Et Fusion va travailler sur des plans de la timeline, d'une timeline. Si je clique sur l'onglet Fusion, je passe dans la partie Fusion de Resolve maintenant. Et dans cette partie-là, nous avons une interface que vous voyez ici. Alors, il va falloir que je minimise la fenêtre de... Voilà. Où on retrouve deux viewers. Là, il y en a un qui est gris. Un viewer de gauche, un viewer de droite. Un autre graphe, comme dans la partie... Donc, on a une structure nodale dans la partie de color. On retrouve un inspecteur. Et puis, on va avoir deux fenêtres. Une fenêtre pour gérer les images clés dans le temps et une autre pour gérer leurs valeurs avec des graphes. D'accord? C'est exactement la même logique de ce qu'on retrouve dans la page Edit sous les plans. Et puis, sur la partie gauche, on va retrouver le Media Pool pour ramener de la matière dans la composition Fusion. Et puis, l'Effect Librairie qui va permettre donc de donner accès à tous les nœuds, puisqu'on a une structure nodale, à tous les nœuds disponibles dans le logiciel. Donc ça, ce sont des catégories. Tac, 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 tac. Dernière petite présentation de l'interface, c'est les clips. Je vais masquer la librairie, j'affiche les clips. Et on retrouve un bandeau en bas, pareil, identique pour ceux qui l'ont déjà vu dans la page color, qui est une représentation de une vignette par plan de la timeline. Puisque, excusez-moi, puisque Fusion donc va truquer chacun des plans de la timeline. Il n'y a pas besoin d'envoyer le plan à un autre logiciel. De facto, maintenant, vous avez une composition qui est attachée à chacun des plans, une composition Fusion qui est attachée à chacun des plans de la timeline. Et donc, on peut passer d'un plan à un autre simplement en cliquant sur sa vignette. Alors, première chose, avant de travailler, je vais m'assurer dans les préférences de DaVinci utilisateur que le live save est coché, donc l'enregistrement automatique, permanent, pardon. Hop. Et puis, on va du coup commencer à travailler sur le plan numéro 7. Et on va rajouter des éléments. Alors, je vais aller dans mon media pool.
Dans mon media pool, je vais aller chercher l'élément ici, hop, qui s'appelle HUD. Donc j'ai le media in de chaque composition, c'est le plan source. Le media out, c'est ce qui est envoyé à la timeline, ce que voit la timeline. Et donc comme je ramène un deuxième élément, j'ai un deuxième media in qui s'appelle media in 2, que je peux tout de suite renommer, que je vais appeler HUD, et que j'aimerais bien voir. Alors pour voir n'importe lequel des nœuds de la structure nodale de la composition fusion, quand vous approchez votre souris, vous avez trois petits ronds ici en dessous. Le rond de gauche permet de charger l'élément dans le viewer de gauche. Alors il faut que je, excusez-moi, que je le cale. Hop. Donc maintenant, si je lance la lecture, on s'aperçoit que ici, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, là, on voit l'animation quand même, c'est un élément qui est animé. Je pourrais aussi très bien, avec le deuxième rond, le charger dans le viewer de droite. Du coup, ce nœud-là, ce tool-là est chargé aussi bien dans le viewer de gauche et dans le viewer de droite. Et le troisième, c'est la decklink. Donc, si vous avez une decklink sur votre machine, vous pouvez envoyer n'importe lequel des nœuds vers le monitoring pour vérifier comment il fonctionne. Alors, une autre méthode revient aussi tout simplement, je vais arrêter la lecture. Une autre méthode revient tout simplement à prendre un nœud et à le glisser dans le viewer dans lequel on veut le voir. Donc en glissant le media out 2 dans le viewer de droite, on voit effectivement qu'il a mis le petit rond sur le deuxième point, puisque c'est le viewer de droite. Quand je lance la lecture, les deux viewers se lisent, donc je lis et le nœud HUD et le nœud media out. Bien évidemment, le nœud media out prendra en compte tout ce qu'il y a en amont dans la structure nodale. Ok. Alors, ben, il va falloir assembler ces deux éléments. Et pour assembler ces deux éléments, on va utiliser encore un nœud. Et on a ici une barre d'outils, une barre de nœuds. C'est les nœuds les plus fréquemment utilisés. Donc, je vais directement aller les chercher là. Et pour assembler deux éléments, je vais utiliser un nœud merge que je vais amener. Et sur ce nœud, on retrouve une méthode de représentation classique, que sont les triangles vont être les entrées et les carrés, généralement il n'y en a qu'un, va être la sortie. Si je mets ma souris sur l'entrée verte, on s'aperçoit que c'est le foreground, donc le premier plan. Le jaune, c'est le background, donc c'est l'arrière-plan. Et le bleu, c'est l'effect mask, donc c'est un masque pour le premier plan. Donc le merge, il fait juste une chose très très simple, hein, c'est de mettre un élément au-dessus d'un autre. C'est comme si ça c'était la V2 et ça c'était la V1. Ok. Donc je vais mettre le HUD sur le foreground, donc la sortie du HUD sur l'entrée foreground. Je vais mettre la sortie du media in sur l'entrée background. Notez que les entrées se réagencent automatiquement. Et je vais mettre la sortie de mon merge sur l'entrée de mon media out. Et effectivement, bah, ce que je vois désormais, ben, c'est juste mon HUD, puisque mon HUD est complètement opaque et qui masque donc le media in 1. Pour cela, je vais dans le merge sélectionné, dans l'inspecteur, régler le paramètre Apply Mode, qui est simplement le mode de fusion entre le premier plan et l'arrière-plan. Si je choisis un mode de fusion qui rend le noir transparent, donc je vais voir directement l'arrière-plan. Comme ça. Hop. Je vais masquer mes clips pour gagner de la place. Sur le merge, j'ai aussi la possibilité, pour gagner en rapidité, j'ai des paramètres d'angle, de size, qui permet, on voit, d'intervenir sur le foreground, donc sur le premier plan. Donc je vais juste changer un tout petit peu la taille de cet élément et puis le recaler. Voilà. Ok.
On va maintenant ajouter des effets. Alors, on va prendre le déroulé qui s'est éteint. Hop. On va prendre un caméra shake. Alors, plutôt que d'aller chercher le caméra shake où il est rangé, c'est-à-dire dans l'effect library tool, il est quelque part là-dedans. Je vais utiliser le raccourci Shift barre d'espace pour avoir tous les tools, la liste de tous les tools et de chercher celui qui m'intéresse. Caméra, donc c'est celui-là. Ce caméra check là, et ça c'est la première astuce. Et la deuxième astuce, c'est qu'en fait, mon HUD, mon nœud HUD est déjà sélectionné. Du coup, en faisant ça, je vais forcément ajouter le caméra check juste derrière le nœud sélectionné. Tac. Oups. Alors. Oh. Et ben voilà. Hop. Il a sauté. Alors, il y a ma caméra aussi. Est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a ma caméra qui a sauté aussi. Alors, hop. On t'entend. Ok. Je relance le Resolve, je reprends. Hop. Hop. J'aurais dû peut-être arrêter la lecture avant d'ajouter le. Ok. Clac. Je vais relancer. Donc, je reprends. Je vais rajouter mon caméra shake. Oh, pardon. Hop. Voilà. Il s'est ajouté juste après. Le caméra shake, du coup, il permet, bah, ça fait un tremblement de caméra. Je vais pouvoir, donc, dans l'inspecteur, une fois qu'il est sélectionné, changer un peu la valeur des paramètres en fonction de la vitesse de tremblement que je veux. On peut enquiller comme ça plusieurs effets. Donc, du coup, je vais rajouter d'autres effets. Donc, je vais rajouter, alors, je vais pas faire la même erreur. Hop, tac, un lens reflection. Hop. Ok, alors bon, on va pas s'amuser à rentrer dans les détails de tous les paramètres ici, je vais le laisser tel quel. Je vais prendre un scanlines. Le scanlines, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais des lignes un tout petit peu plus petites. Donc je vais augmenter la fréquence ici. Que ça donne. Clac. Ok. Et puis éventuellement encore un petit blur. Donc là c'est très très blurré. Je vais diminuer le blur. Hop, clac. Ok. Alors, hop. Ok. Bien évidemment, on peut régler les paramètres pendant la lecture et remet tout ça en cache dans la RAM. Le vert que vous voyez qui apparaît ici, c'est le cache dans la RAM. Hop, hop. On va continuer l'animation et on va animer, on va toujours essayer d'animer sans clé. J'aimerais maintenant faire varier l'opacité de toute cette branche-là, d'accord? Euh, et je vais le faire dans le merge puisque l'opacité du foreground, c'est le paramètre gain. Et pour animer cet élément, je vais faire un clic droit sur le nom du paramètre et je vais choisir Modify with, excusez-moi, hop, et je vais prendre un check. Alors, regardez bien le paramètre, je vais lancer la lecture, et ici on voit que le paramètre évolue. Donc effectivement, le check pilote le paramètre gain. Pour pouvoir modifier ce paramètre, dans l'inspecteur, il y a l'onglet Modifier qui est maintenant actif. Et donc dans l'onglet Modifier, on retrouve le check qu'on a mis sur le gain et on a ses valeurs.
Donc, par exemple, ici, clac. Alors, on peut le régler en fonction de l'effet visuel que l'on veut. Alors, je ne sais pas si ça donne, si ça se voit bien dans la transmission sur Internet. Là, on entend un Windows. Donc, on le voit varier. On va continuer à ajouter des éléments. On va aller chercher ici. Toujours maintenant, je vais mettre une vitre devant. Donc cet élément, c'est une image fixe. Donc je vais la rajouter par-dessus ce qui sort du merge 1. Donc une astuce pour créer un merge, c'est on clique sur la sortie du foreground et on l'amène sur la sortie du background et il va automatiquement créer un merge. Comme tout à l'heure, je vais faire la même chose, je vais le mettre en screen, je vais un tout petit peu le déplacer, tac, tac, je vais un tout petit peu le tourner, tac, éventuellement le flipper. Et puis pour pallier au problème du fait que bien évidemment l'élément ici s'arrête net, dans le réglage Edge, je vais utiliser Mirror, je vais baisser un peu le gain. Et je peux éventuellement rajouter encore derrière un filtre, prisme blur. Euh, donc bien évidemment, la capacité de votre machine à lire ça va dépendre de la puissance de votre carte graphique. Et puis il va donc mettre tout ça en RAM. Il va cacher tout ça en RAM. Vous voyez, il a déjà arrêté la lecture. Cette ligne verte montre toutes les images qui ont été mis en cache dans la RAM. Donc, pour la partie fusion, Resolve est assez gourmand en RAM. Voilà pour la première chose, hein, une structure nodale simple où donc on s'aperçoit que ben, si vous avez une quinzaine d'éléments à mettre ensemble en 2D, ben, il vous faudra 14 merges, puisque un merge compile juste deux éléments. Et vous les empilez tels que vous les empileriez dans un After Effects ou dans une timeline avec des pistes. Donc là, l'empilement n'est pas vertical, mais il est horizontal dans la manière dont je vous le montre. Mais libre à vous, hein, dans cet espace, de faire ce que vous voulez. Ok, on va changer de plan. Je reclique sur Clip et je vais aller sur le plan numéro 12. On va lire ce plan. Et ce plan-là, il a un petit souci, c'est que le personnage est inerte et l'acteur, on voit que ses yeux bougent. Donc il va falloir truquer le plan pour que les yeux arrêtent de bouger. Et masquer ça. Alors, pour ça, on va utiliser un nœud qui va permettre de faire un arrêt sur image. Puis je vais me mettre directement à l'image qui m'intéresse. C'est le time stretcher qui permet de faire du changement de vitesse, mais là, on va l'utiliser pour faire juste un arrêt sur image. Donc, je vais rentrer la sortie de mon media in dans le time stretcher. Et dans mon time stretcher, en fait, je veux la dernière image qu'on voit, la 773. Donc, je vais lui indiquer la 773. Je vais charger mon time stretcher dans le viewer de gauche. Je vais lancer la lecture. Donc, on se rend bien compte que le time stretcher, tel que je l'ai paramétré, a fait un arrêt sur image sur la dernière image du plan. Ce time stretcher, maintenant, je vais avoir besoin de découper et de ne garder que les yeux. Donc pour cela, je vais utiliser un garbage mat, un mat control, et on utilisera l'entrée garbage mat. Je vais aller un peu vite en besogne. Et lui, donc, c'est un outil pour découper, pour faire simple, pour découper un plan.
Et je vais utiliser un masque, polygone, et je vais tout de suite dessiner le masque. Hop, 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 hop. Ok. Bon, c'est loin d'être parfait, c'est pas très très grave. Je vais renommer en appuyant sur F2 mon polygone. Et donc, il va falloir que je relie mon polygone à une des entrées de mon mat control. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez bien. Et on voit que le mat control, il a 5 entrées. Il faut les connaître, donc c'est un peu fastidieux s'il fallait connaître toutes les entrées de tous les, comment ça s'appelle, nœuds. Donc, il y a encore une autre astuce, c'est de faire un clic droit sur la sortie et d'amener au milieu du mat control. Et quand on relâche, on va avoir un menu qui va nous lister toutes les entrées. Celle qui est cochée est déjà prise, le background. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le garbage mat. Donc, je vais la relier au garbage mat. Clac. Donc, c'était la grille foncée. Je vais charger mon mat control dans le viewer 1 et on voit que le garbage mat, justement dû à son nom, garbage, jeté, corbeille, ben, va faire un trou là où on a fait notre forme, notre polygone. Il suffit donc simplement d'inverser. Donc là, c'est mon polygone qui est sélectionné. Il suffit donc d'inverser mon polygone pour ne garder que ça. Et puis, je vais un peu softer le bord ici. Clac. Très bien. Si je lance la lecture, bon, j'ai maintenant que les yeux. J'ai réussi à isoler les yeux, mais ça bouge pas. Donc pour la partie mouvement, on va utiliser donc un tracker pour pouvoir analyser le mouvement dans l'image MediaIn 1. Pour ça, on va utiliser donc un nœud de tracker. Notez ici, on voit dans la palette Select Tool qu'il y a 3 trackers classiques. Un tracker de points, celui du bas, celui-ci. Un tracker planaire qu'on va utiliser et un caméra tracker, donc ce qu'on appelle un tracker 3D. Donc je vais sélectionner le planar tracker. Notez ici que je suis en train de faire une erreur parce que il va aller me le mettre derrière le nœud sélectionné, donc je vais annuler. Je vais cliquer à un endroit dans le node graph avant d'appeler mon planar tracker pour qu'il me le mette exactement là où j'ai cliqué. Et je vais relier mon MediaIn 1 à mon planar tracker. Je vais charger mon planar tracker dans le viewer 1. Je vais me mettre à ma dernière image. Alors, pourquoi je mets ma dernière image? Parce que je veux que ce soit ce qu'on appelle mon image de référence ou mon reference time. Donc, je définis cette image comme l'image de référence. C'est-à-dire qu'il va faire une analyse de mouvement et à l'image 773, il n'y a pas de déformation. C'est l'image de référence. Toutes les déformations calculées par le planar tracker vont se faire par rapport à l'image 773. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, puisque c'est l'image que j'ai arrêtée. Alors, je vais dézoomer un peu, dessiner la forme sur laquelle je veux me focaliser pour traquer. Hop. Donc là, cette forme-là, elle est directement inclue dans le planar tracker, puisqu'elle délimite la zone de track. Ok. Je vais traquer, puisque je suis à la fin du coup, je vais traquer vers l'avant. Voilà. Et je vais maintenant avoir besoin du résultat de cette analyse de track pour pouvoir manipuler ce qui sort de mon mat control. Ok. Et pour ça, il y a un bouton dans le planar tracker qui s'appelle ici Create Planar Transform. Donc ça va créer un nœud qui va faire exactement le mouvement qui a été analysé dans le planar tracker. Donc si je rentre la sortie de mon mat control dans le planar tracker et que je regarde ça, maintenant,
ben, il reste plus grand-chose à faire. Il faut simplement désormais mettre la sortie du planar transform par-dessus le media in. Hein, avant la sortie. Donc je vais prendre un merge. Il me l'a pas mis. Voilà, il me l'a mis. Hop. Alors pour insérer un nœud, pareil, l'astuce c'est d'appuyer sur majuscule, insérer un nœud sur un lien, sur une pipe. Et je vais amener ça ici. Clac. Donc on voit le résultat dans le viewer de droite. Donc il n'y a plus de clignement d'yeux. Il y a juste un dernier petit souci, je vous laisse regarder plusieurs fois, c'est l'éclairage. Donc au tout début du plan, les yeux sont trop clairs, puisqu'effectivement l'éclairage n'était pas le même. Ici, pardon, je vais zoomer un peu trop. Les yeux là sont beaucoup trop clairs. Donc ça, on va l'animer à la main, tout simplement. Donc pour pouvoir faire ça, je vais utiliser, clac, 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 hop, je vais utiliser un nœud de color correction. Juste derrière mon time stretcher, c'est-à-dire que je vais étalonner tout mon image arrêtée, mais après elle sera découpée et bougée, donc ça ne changera pas grand-chose. Et je vais l'animer par la fin, puisque à la fin, l'étalonnage est bon, puisqu'il correspond exactement à ça. Et je vais animer le paramètre gain pour assombrir un tout petit peu ma rustine. Donc je crée une clé, comme je le ferai dans la page edit. Donc à la fin, le gain de 1 est la valeur que je veux, donc je ne touche pas à la valeur. Puis je vais me remettre au début. Et au début, je vais diminuer mon gain, hop, pour que ça matche avec le reste. Et maintenant, quand je lance la lecture, on voit le gain qui évolue de manière linéaire. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez créer autant de clés que vous voulez, ou éventuellement modifier la courbe du gain ici dans l'éditeur de spline. Ok, on va pas le faire, mais c'est juste pour vous montrer. Hop. Tac. On va utiliser un deuxième outil tout simplement pour faire des trucages sur ce plan-là. Ça va être le fait d'enlever la cicatrice qui est ici. On la trouve pas belle, finalement on la veut pas. On va utiliser du coup le même arrêt sur image pour faire le trucage. Donc je monte un peu ça. Je sélectionne le time stretcher qui est mon arrêt sur image. Je fais un commande C pour le copier et je le colle ici, commande V, et je relis. J'aurais pu faire une dérivation, ça aurait marché aussi, hein, mais hop, juste pour vous montrer qu'on peut copier des nœuds si on a besoin. Donc ce time stretcher là, je vais maintenant travailler avec, je vais faire un trucage dessus avec le nœud de paint. Donc j'amène un nœud de paint, le relier. J'avais cliqué, il l'aurait directement connecté. Je vais charger le paint dans le viewer 1. Et il y a plusieurs outils de travail. On va utiliser le stroke qui permet de travailler sur toute la durée du plan. Ne pas confondre avec le clone multistroke qui travaille image par image. Et dans les fonctionnalités du paint, je vais utiliser non pas le fait de dessiner une couleur, mais de cloner. Avec la touche commande, je vais pouvoir choisir la taille de mon pinceau. D'accord? Et avec la touche Alt, de définir la zone à hop, clac. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira pour la démo. Hop, clac. Ok. Et puis, ben, comme ça est statique, parce que c'est un time stretcher, par contre,
effectivement, je vais pouvoir refaire la même manipulation que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais ajouter un mat control, puis je vais ajouter un polygone, et sur ce polygone, je vais délimiter la zone. Tac. Je vais renommer mon polygone F2, ça je vais l'appeler blessure. Je refais un clic droit sur la sortie, je vais l'amener dans le garbage mat. Il m'a fait un trou, du coup je vais inverser, je vais sauveter les bords. Je vais copier mon planar transform, pomme C, pomme V. Donc normalement, on voit maintenant, il bouge, clac. Et je vais donc l'ajouter derrière le merge 1, hop, clac, tac. Et donc on a nos deux corrections qui suivent grâce au track. Je vous laisse regarder. Hop, ok, très bien. C'est tout pour cette petite partie trucage, donc je vais arrêter. Et je vais maintenant travailler sur le clip numéro 11, où je vais, euh, pour le coup, là, on va mettre un titre, c'est juste un fond. On va mettre un titre, mais plutôt que d'utiliser le titre, le tool de texte ou le nœud de texte classique, on va carrément utiliser toute la partie 3D. Donc il y a tout un environnement 3D dans Fusion. On va utiliser, donc j'amène mon texte 3D. Donc on voit bien que ici, si j'ai, pardon, on a complètement l'environnement 3D, donc là il n'y a pas de LED pour l'instant. Et cet élément, bah, je peux pas le combiner à de la vidéo. D'accord? Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses dans l'environnement 3D. On va avoir besoin d'une caméra. On va avoir besoin d'un merge 3D pour assembler les éléments dans l'espace 3D. On va avoir besoin d'un éclairage, spotlight. Et on va avoir besoin d'un renderer. Donc, le merge 3D, à l'inverse du merge 2D, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de foreground ni de background, puisqu'on on s'appelle en 3D, ça va dépendre de la position dans l'espace des éléments. Donc on peut lui rentrer autant d'éléments que l'on veut. En gros, c'est la scène 3D euh, que l'on a. Donc ici dans mon merge, il y a tout, enfin, on voit le texte, la caméra et le spotlight. Et le renderer 3D, c'est la passerelle entre l'espace 3D et l'espace 2D. D'accord? Donc lui, il va me sortir le renderer, il va me sortir ce que voit la caméra. Ok. Donc pour l'instant, je ne le relie pas à la 2D, mais on va vite comprendre. Hop. Alors attendez, parce que je suis mon déroulé, en espérant que je n'oublie pas grand-chose. Clac. Voilà. Alors, je vais prendre mon texte. Voilà. Donc, on voit ici le texte qui apparaît. La couleur du texte. Tiens, alors la couleur. Non, ça sera sur le spotlight, excusez-moi. Donc la fonte, je vais prendre une fonte dédiée. Et puis la taille, je vais régler la taille après. Donc on s'aperçoit ici que le renderer, il nous sort absolument rien. Et ça pour la bonne et simple raison que effectivement ici, bah, ma caméra, en fait, elle a le nez sur le texte, donc elle ne le voit pas. Donc il faut que je recule ma caméra.
tous les objets 3D ont un onglet de positionnement dans l'espace 3D. D'accord? Donc, si je prends ici ma caméra, je peux aller sur l'onglet de positionnement 3D ou le transform 3D et je peux lui dire donc de reculer en Z ou d'avancer en Z pardon ou de reculer. Et on s'aperçoit que si je recule, ça commence à faire rentrer le texte. En fait, mon texte est un peu grand, donc je vais aussi sélectionner mon texte et réduire la taille de mon texte pour le faire rentrer. Clac. Tant que je suis là, je vais aussi utiliser une des fonctionnalités du texte 3D, c'est l'extrusion. Donc c'est l'épaisseur. Je vais prendre l'extrusion def et je vais la mettre à son maximum qui est de 0,2. On voit donc ici pareil. Alors pour l'instant il n'y a pas d'éclairage dans le viewer, mais que les LED sont bien extrudés. Et puis ben, je vais reculer mon spot de la même manière que ma caméra, puisque si j'active ici l'éclairage dans mon viewer, tac, ben comment s'appelle, mon texte n'est pas éclairé par le spot parce que le spot éclaire derrière le texte. Donc de la même manière, je vais prendre ma caméra, pardon, mon spot, excusez-moi, et puis je vais reculer mon spot. Alors là, on voit une chose intéressante, c'est qu'on voit que l'éclairage est bien appliqué dans ma scène 3D, parce que j'ai activé l'éclairage dans le viewer. Par contre, mon renderer, ma sortie, elle ne me montre absolument pas du tout mon éclairage. Effectivement, le renderer, par défaut, il a l'éclairage désactivé. Donc il faut bien penser à activer l'éclairage du renderer pour qu'il prenne en compte et qu'il rende en 2D l'éclairage 3D. Donc je vais toujours rebidouiller un tout petit peu mon spotlight. Je vais encore un peu, hop. Et peut-être que je vais augmenter la taille du cône et augmenter. Voilà. Pour avoir l'effet désiré. Et puis pour la couleur, j'aimerais prendre une couleur qui soit identique à celle du fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger cet élément-là. Je suis toujours sur mon spotlight. Je vais donc ici dans Color, prendre ma pipette, cliquer sans relâcher et aller choisir quelque chose qui m'intéresse. Clac, plutôt comme ça. Hop, voilà. Je reprends mon Media Out. OK. Et ça, du coup, effectivement, maintenant, je peux le combiner avec mon fond en faisant un merge. Si je regarde ma sortie. Donc, j'ai bien mon texte 3D, toute ma scène 3D qui a été rendue avec le renderer. Donc, ce qui sort du renderer est une image 2D et qui est combinée après avec mon image vidéo. Alors, deuxième étape là-dessus, on va animer. Alors, on va faire plusieurs petites animations sur le texte. Sur le texte, on va faire une animation pas forcément globale, enfin, pour commencer. On va utiliser encore un modifieur. Donc je fais un clic droit sur la case de saisie de texte, ici dans le style text. On pourrait le faire à droite, ça marche aussi, ou ici, c'est pareil. Et on va utiliser le modifieur follower, qui est assez compliqué, enfin, assez puissant du coup. Et du coup, il apparaît, les paramètres, hein, une fois de plus, c'était comme le shake que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le modifieur, tous les paramètres du follower que je viens de mettre, d'accord, et qui s'appliquent sur le style text, donc se trouvent dans l'onglet modifieur. Et ce modifieur, il a lui-même plusieurs onglets, il a plein de paramètres. Et notamment, il a un paramètre de transformation qu'on va utiliser, qui va permettre de manipuler toutes les lettres les unes à la suite des autres. Donc là, je vais simplement faire une petite animation où les lettres vont se tourner de 90 degrés sur l'axe Y en 32 images. Donc je mets ici ma tête de lecture à 32, on voit ici le chiffre 32. Et je vais
donc créer une clé. Et à 32 images, je veux que l'angle Y soit de 0, donc que les lettres nous fassent face. Vous allez voir, je me remets au début. Et ici, je vais mettre moins 90 degrés, par exemple, et avoir les lettres, du coup, maintenant, qui tournent toutes. Donc, j'ai créé une animation dans le follower qui est appliquée à chacune des lettres du texte. Donc, c'est pas tout le mot qui tourne, hein, c'est bien, on comprend bien que c'est autour du point de pivot de chacune des lettres que l'animation s'est faite. Dans le timing, dans l'onglet timing du follower, je vais pouvoir aussi ajouter un petit décalage dans le temps entre l'animation de chacune des lettres. Hop. On voit bien que le H et le T ne sont pas aussi pas synchro, quoi. C'était le but recherché. Et puis je vais continuer à animer ça. Donc je vais dans mon texte inversement, je vais animer l'extrusion. Et pareil, je veux que mon extrusion à l'instant 32 soit de 0,2, donc je mets une clé. Et à l'instant 0, il soit de 0, c'est-à-dire qu'il soit tout plat. Donc si je lis ce qui se passe, là, hop, les lettres en plus de tourner s'épaississent. Regardez-le dans le viewer de gauche. OK. Et puis dernière petite animation que l'on va faire, c'est la position du spotlight. Donc je retourne sur mon spotlight, je retourne dans l'onglet Transform 3D et je vais animer son Z. Donc la position actuelle est la bonne pour l'image 32. Je vais retourner à l'image 0 et je vais le remettre à l'origine. Donc il va reculer. Donc on voit le spotlight. Je vais peut-être un tout petit peu reculer pour que vous voyez ce qui se passe. Hop. Donc le spotlight recule. Voilà. Si je retourne en edit, bien évidemment, on voit le résultat de ça. Peut-être que le texte est un poil gros, mais c'est l'idée. Ok. Troisième, troisième étape, en fait, cette animation est magnifique et j'aimerais en créer un template. Donc pour ça, je vais sélectionner tous mes éléments de texte, donc sans le fond, et je vais les copier. Je vais ensuite utiliser dans les générateurs, dans les effets de l'effect librairie de la page edit, je vais utiliser une composition fusion, mais de manière temporaire. Mais je suis obligé de l'utiliser. Donc c'est une compo fusion vierge. Et je vais aller copier ce qui m'intéresse dans une compo fusion vierge. C'est un clic droit, Open in Fusion Page. Hop. Et je vais coller et rattacher. Donc là, c'est juste la partie sans le fond, hein. Donc si je montre ça, paf, tac, ok. Très bien. Alors, pour pouvoir faire un template de ça, donc un template, qu'est-ce que c'est, hein? L'idée qu'il y a derrière ça, alors, c'est de retrouver, alors je l'ai fait ce matin, donc vous allez le voir, mais c'est de retrouver cet élément comme un fusion title. Ok, disponible directement la page edit et pouvoir l'utiliser plusieurs fois, modifier le texte, modifier la couleur et ainsi de suite. Donc on sélectionne tous les nœuds qu'on veut mettre dans le Fusion Title, dans le template. On fait un clic droit sur l'un, on fait macro, create macro. Alors cette fenêtre fait un peu peur. Je vais fermer ici, clac. Donc en fait, c'est la liste exhaustive de tous les nœuds qu'on a sélectionnés avec tous leurs paramètres. Donc ça fait beaucoup de choses.
Je vais quand même activer la sortie de la caméra, la sortie du merge, la sortie du texte, euh, tout, je pense, et du spotlight. Bon, ça, c'est des petits trucs. Et puis, qu'est-ce que je vais vouloir donc, les sorties, là, en edit, on va pas le voir. Mais par exemple, dans le spotlight, là, je vais donner, donc, tout ce que je vais cocher ici, ce sera disponible directement depuis la page edit. Donc, c'est une sorte de publication de paramètres. Donc, je vais le fait d'activer ou pas, la couleur, l'intensité, et ainsi de suite. Bon, c'est juste, on verra comment on retrouve ça dans la page edit. Et puis, je vais fermer ça dans le texte 3D. Donc, le style text, c'est à proprement parler les caractères, et ainsi de suite. Clac, clac. Je vais publier ça. Hop. Je vais donner un titre à ma template. Alors, j'ai pas effacé celle de ce matin, donc celle-là, je vais l'appeler 2. Et puis, je vais la sauver. Alors, pour la sauver, sur la version PC, vous avez un petit menu ici qui permet de faire Save. Je suis sur un Mac, du coup, là, je fais Close et il me demande de la sauver. Il va me proposer par défaut d'aller le mettre dans le dossier de macro, puisqu'on a utilisé, rappelez-vous, la commande create macro, d'accord? Et si je la mets là, la page edit ne le verra jamais, d'accord? Je vais revenir ici dans le dossier DaVinci, et on s'aperçoit que dans le dossier DaVinci, il y a bien un dossier Fusion, mais maintenant dans le dossier Fusion, il y a un dossier template. Et dans ce dossier template, il y a les templates pour Fusion, c'est encore un autre truc, mais il y a aussi les templates pour Edit. Et on s'aperçoit que dans Edit, on peut effectivement, si je l'enregistre, faire un titre. Donc je vais l'enregistrer dans Title. Donc je l'ai mis dans le DaVinci Fusion Template Edit Title. Cet endroit-là, c'est l'endroit exact que nous montre la page Edit. On va voir ça. Hop. Je retourne en Edit. Malheureusement, ça se met pas à jour. Donc ça, celui-là, c'est celui de ce matin. Ça se met pas à jour instantanément. Il va falloir que je relance Resolve. Alors avant de relancer Resolve, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette compo temporaire qui m'a servi juste à faire ma macro. Tac. J'enregistre, je quitte. Et je vais relancer une fois que... Voilà. OK. Et donc, je suis dans la page Edit. Si je vais dans mon Effect Library, dans les titles, maintenant, j'ai bien ici ma macro, enfin, mon template Hyperlight 2. Donc, je vais aller le mettre ici. Donc, bien évidemment, par défaut, je vais avoir le texte que j'avais. Si je sélectionne ma template, je vais dans l'inspecteur, j'ai tous les paramètres que j'ai publiés. J'ai le texte. Hop, si j'ai besoin de réduire la taille et changer la couleur. Ouais, comme ça, clac. Ok. Voilà pour donc pour un peu de la 3D du texte et puis la création de templates. Tant que je suis là, donc sur le Mac, ça va être dans la bibliothèque. Euh, et dans application support, on va avoir, hop, bon, je n'arrive pas à le retrouver. Voilà, Blackmagic. Voilà. Donc, juste pour vous dire que depuis la version 16.2, c'est très important parce que c'était une grosse mise à jour.
On a Fusion, là, ce que je viens de vous montrer. Donc, ce que je viens de vous montrer, ça existe depuis la version 15. Et depuis la version 15, on peut faire des templates de titres. Mais parmi les nouveautés de la 16.2, c'est que maintenant, Fusion sert à faire des transitions aussi pour la partie edit, sert à faire des générateurs pour la partie edit, et peut-être dans un futur, des effets directement pour la partie edit. Donc en gros, Fusion devient aussi juste la machine à créer des templates pour la partie edit de Resolve. Ok. Alors, dernière chose, je retourne. Alors, on va. Excusez-moi, je retourne pas du tout dans. On va faire un petit fond vert. Et là, les choses sont déjà assemblées dans la timeline. Mhm. Et on va utiliser une fonction. Je vais zoomer. Hop. On va utiliser une fonction de la page edit qui permet de faire un fusion clip. D'accord? C'est un mix de camp on clip pour ceux qui connaissent et de fusion. En créant un Fusion Clip, je crée donc le Fusion Clip comme le Compound Clip sont des plans virtuels, mais tout plan dans la timeline a son équivalent dans le Media Pool. Donc je vais le renommer ici. Et bien évidemment, du coup, le titre suit, enfin le renommage suit dans la timeline. Puis je vais aller voir ce, euh, cet élément dans la page Fusion. Et bien évidemment, ben, lui, il va directement m'assembler les deux éléments, puisqu'il en contient plusieurs. Alors, on devient vite psychorigide. Moi, j'aime bien avoir ici comment ça s'appelle, le premier plan au-dessus et l'arrière-plan ici. Donc ça, je vais peut-être le renommer planète. Et celui-là, ça va être l'intérieur. Donc je vais vouloir supprimer ici la partie qui a été filmée avec le fond vert. Donc je vais prendre un des maths enfin de suppression de fond vert, le delta keyer, clac. Donc le delta keyer, je vais lui indiquer la couleur à rendre transparente. Alors on pourrait croire que ça marche très très bien, mais pour en être sûr, on va regarder le delta keyer dans le viewer de gauche et on va dans les options du viewer nous montrer l'alpha, puisque c'est ce que fait le delta keyer. À partir de la chroma, il va générer un alpha. Et on s'aperçoit que c'est loin d'être parfait. Donc, heureusement, dans le delta keyer, il y a un onglet math qui va nous permettre d'améliorer cet élément. Donc, la première chose, je vais juste jouer avec le seuil, le threshold, et je vais densifier les noirs et un peu éclater les blancs de la couche alpha, bien évidemment. Donc, le but, c'est que je regarde cette zone-là pour qu'elle devienne complètement noire. Voilà. Et puis, hop. Et j'aimerais que maintenant la zone juste à côté soit complètement blanche. Donc la découpe soit franche. Voilà. Clac. Ce qui reste sur le torse, on va s'en occuper tout de suite. Je vais pas. Alors, hop, je m'aperçois que. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais pas essayer avec le threshold de supprimer cette partie qui est loin de lui, hein, enfin, pardon, qui est loin de la fenêtre. Ça, on va utiliser encore un polygone pour faire ça. Donc, je vais prendre un polygone et je vais dessiner grosso modo une zone. Voilà. Cette zone-là, c'est la zone que je veux absolument pas rendre transparente. Donc ce polygone-là, je vais l'amener, clic droit, rappelez-vous, je l'amène sur le delta keyer et je veux le rentrer dans l'entrée SolidMath. Donc regardez bien ce qui va se passer dans le viewer de gauche. Clac. Donc maintenant, cette zone est complètement opaque puisqu'elle est blanche.
Je définis avec l'entrée SolidMath la zone que je veux absolument pas toucher. OK. OK, ça me va. Alors, maintenant, on va refaire un petit peu de track. J'aimerais avoir le fond qui bouge en même temps que l'avant-plan, que l'intérieur. Donc, je vais ici amener un tracker. Et là, pour ce coup-ci, je vais prendre un tracker de points. Et je vais hop, charger le tracker ici, enlever mon alpha, me remettre ici en fit. OK. Et je vais placer mon tracker. Alors, je vais peut-être me mettre à l'instant 0, ça marchera mieux. Je vais placer mon tracker sur cette zone de contraste. Et je vais peut-être un peu réduire la zone de recherche, parce que vous avez vu, je l'ai lu plusieurs fois, le mouvement étant pas très très violent. Je n'ai pas besoin de demander à ce qu'il recherche sur une zone trop grande. Je vais traquer en marche avant, parce que je me suis mis à la première image. Donc, je me retrouve ici dans mon tracker. Je vais afficher mes splines. Donc, ça, c'est mon analyse de mouvement. D'accord? Je vais la masquer. Et donc, cette analyse de mouvement, j'aimerais la récupérer pour pouvoir déplacer ma planète. Alors, ça se fait en deux coups. On va utiliser un transform, le transform. Donc, je prends un transform pour la planète. Le transform, il sert simplement à changer la taille de la planète, à changer sa position et ainsi de suite. Ok, je vais remettre ici en fit. Et bien évidemment, plutôt que de le manipuler à la souris tout ça, j'aimerais que ce soit lié au tracker. Et c'est bien donc le centre de mon transform que je veux lier à l'analyse de mon tracker. Donc je fais un clic droit sur le mot centre, connecte tout. Donc il voit tous les éléments dans la compo auxquels il peut se rattacher. Je choisis le tracker 1. Et là, j'ai dans ce sous-menu la possibilité de stabiliser la position. Mais moi, ce que je veux, c'est récupérer le mouvement, donc de déstabiliser la position. Tac. Si je fais lecture, donc j'ai bien maintenant ma planète qui bouge avec le mouvement de mon premier plan. Apparaît sur les bords un peu de... Donc je vais tout simplement pallier à ce problème en augmentant légèrement l'échelle. Ok. Très bien pour cette partie-là. Et maintenant, on va terminer sur le lien entre Fusion et la page Color. Donc, si je passe dans la page Color, je me retrouve sur exactement le même plan. Alors attention, hein, la vignette n'a pas été mise à jour ici, mais regardez bien ça. Si je fais une correction dans la page Color, elle se fait intégralement, donc c'est normal, hein, sur le plan qui sort de Fusion. Et l'idée derrière Fusion et Color, c'est que ben, mon delta keyer, il m'a quand même détouré ma fenêtre et j'aimerais bien récupérer ma fenêtre pour facilement étalonner que la fenêtre ou le reste de la fenêtre. Donc on va voir comment on fait ça. Il faut pour cela créer dans Fusion, il faut utiliser un nœud qui n'est pas du tout spécial, qu'on a depuis le début, qui s'appelle un media out. C'est une sortie en fait. On va ajouter une deuxième sortie à Fusion. Et celle qui m'intéresse, c'est celle qui a la fenêtre qui découpe, d'accord? Donc si je prends ici mon media out et que je demande à voir, donc c'est l'alpha hein, qui m'intéresse. Si je regarde l'alpha ici, ben, il n'y a pas la fenêtre. Si je prends mon merge, il n'y a toujours pas la fenêtre. Si je prends mon delta key, il y a bien la fenêtre, d'accord? Donc c'est bien la sortie du delta key que je veux faire
rentrer dans le MediaOut 2 pour le mettre à disposition de la page Color. Je peux même renommer ici le MediaOut 2, vous allez voir, je vais l'appeler fenêtre. On remet comme ça. Je vais dans la page Color. Et dans la page Color, alors je vais ajouter des parallèles, tac, tac, pour faire des différentes corrections. Pour récupérer le masque de la fenêtre, il faut que dans mon autre graphe, pour me faire un peu de place, je vais masquer le media pool. Je vais masquer les OFX, voilà. Bon, bref. Je fais un clic droit et j'ai la commande add source. Du coup, il m'a ajouté une deuxième source. Et ces sources-là sont les sorties de Fusion. Donc, si je laisse ma souris sur la principale, c'est le MediaOut 1. Et si je mets ma souris sur le deuxième, il veut bien, on voit que c'est la fenêtre. Donc, la sortie de Fusion, c'est du rouge, vert, bleu, alpha. Et si éventuellement il y a d'autres canaux, elle les prend toutes. Donc ici, je vais prendre celle-là et le rentrer dans l'alpha du nœud 3 et du nœud 4 pour les utiliser dans ces nœuds. C'est-à-dire que si je sélectionne le nœud 3 et que je demande à voir l'alpha de ce nœud, on voit bien effectivement qu'il a bien récupéré, d'accord, l'alpha qui vient de la sortie fusion fenêtre. Donc dans le nœud 3, qu'est-ce que je veux faire? Je veux un peu, alors je vais forcer les corrections pour que vous voyez. Je vais vouloir éclairer. Alors je vais peut-être masquer ça pour que vous voyez que je ne touche pas. Voilà. Et puis je vais mettre un peu de bleu, refroidi, donc j'y suis allé franchement. Et dans le nœud 4, donc ça m'a permis de travailler sur l'intérieur du vaisseau. Et celui-là, ça va me permettre de travailler sur la planète qui est derrière. Donc là, il faut que j'inverse le mat, puisque le mat de mon nœud est exactement le même. Donc le mat va s'inverser ici, dans l'onglet mat. Et le key input, c'est les paramètres de ce qui rentre ici dans le triangle bleu. Donc je veux dire que je veux inverser ce qui rentre dans le triangle bleu. Donc effectivement, maintenant, on va travailler dans cette partie-là. Je vais masquer ça. Et puis, je vais simplement changer la teinte pour que la planète soit rose, voire presque rouge. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Une dernière petite correction en utilisant ça. Donc, je vais vouloir essayer de faire semblant que le rouge bave à l'intérieur. Donc, j'aimerais travailler sur l'intérieur. Donc, je reprends ici. Tac. C'est la même, hein, c'est le même mat que j'ai pas touché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais combiner ça avec un gradient et je vais rajouter du rouge. Donc là, pour l'instant, je force toujours. Donc on voit que le rouge se trouve ici. Donc je vais orienter mon gradient. Donc je ne rajoute pas de rouge sur la planète là. Je rajoute que du rouge à l'intérieur. Hop, hop. Et j'ai bien du rouge. Ok. Et ben voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis ben on va passer aux questions. Je vais essayer de réactiver ma caméra là, parce que je vois que ça marche pas. Tac. Est-ce que alors, ce que je vais faire. Jean-Philippe, tu es là ou pas, non? Non, pas là. Eh ben, si vous voulez poser vos questions sur le chat, je vais essayer d'y répondre. Vous bousculez pas, Il faut leur laisser le temps de digérer tout ce que tu viens de leur hein? Ouais. démontrer. Hmm. Ah, oh, bah dis donc. Je comprends pas pourquoi ma caméra a sauté, mais bon.
Ah, ça y est, la caméra. Hop, Hop, hop. bienvenue. Oui, oui, tu peux texturer. Dès que tu es en 3D, n'importe quel élément en volume peut être texturé. Alors, je suis pas très fort, mais hop, on va retourner dessus. Euh, tac, on va retourner sur. euh, Tu vois que ici, tu as dans le texte. Alors, attends, est-ce que c'est sur le texte? Tiens, tu me poses une bonne question. Oui, oui, alors je suis pas spécialiste de la 3D des textures, mais tu peux, hein. Je l'ai vu faire, tu mettre de la texture image ou la texture avec un peu tout ce que tu veux en fait. Effectivement, tu es obligé de faire rentrer ici, pardon, rentrer je crois en 3D dans les textures. Est-ce que c'est là-dedans? Je cherche le blin matériel. Tu rentres un blin et le blin, tu peux lui rentrer pas mal de paramètres, pas mal de textures là-dedans. Enfin, faut creuser, mais oui, oui, tu peux. Pareil, quand tu importes des éléments 3D, des FBX ou des choses comme ça, tu peux ramener leurs textures et les texturer. Je pourrais pas répondre de plus précisément. Euh, Là, je te laisse répondre, hein. ouais, ouais, alors attends. Concernant les transformations de géométrie, on peut les faire directement dans les paramètres des nœuds en question et aussi en ajoutant des nœuds en série transform, une préférence. Alors, ça, c'est vraiment le type d'organisation. C'est-à-dire que de la même manière qu'au début, j'ai dans le premier élément ici, j'ai fait ma transformation dans le merge, d'accord? Ici, j'ai fait ma transformation dans le merge. J'aurais pu ne pas la faire dans le merge et puis mettre un transform et faire ma transformation et faire exactement la même chose dans le transform. Ça, c'est vraiment fait pour soit la surcharge ou la non-surcharge du node graph, ou au contraire le fait que ce soit plus clair. Parce que un merge par défaut, c'est simplement fait pour compositer deux éléments. Si en plus tu as fait une animation de positionnement ou d'échelle ou de rotation là-dedans, c'est dur à deviner. C'est un peu. Donc voilà, c'est à toi de voir. Et si tu es en 3D, ben, c'est plus simple, par exemple, de mettre des transformes 3D si tu veux expliciter une animation juste sur un nœud. C'est que de l'organisation, ça changera rien. J'espère que j'ai bien répondu. Voilà. Très clair, la Ouais. réponse. Mm. Oui, ce doit être dedans, en effet. Ok. Et il n'y en avait pas trois? Il n'y avait pas trois avec trois questions? Euh, purée, non. Ouais, Non, là, je ça. crois que tu es à jour là, sur les questions. Non, non, il en a encore une, sur les macros, il dit. Ah oui, voilà, pour faire des macros. On pourra peut-être laisser le son des gens qui veulent pas trop la cacophonie. C'est vrai, ça risque, si j'ouvre les micros de tout le Ah, monde, tout ça le monde. risque Ouais. d'être bruyant. Ah, je peux ouvrir le micro de Cyril, peut-être. Alors attends, hop. J'ouvre le micro. Je peux l'ouvrir. Alors, Il n'y a un, pas il de y a, message. il y a pas d'intérêt à tout sélectionner parce que tu te retrouves avec tout en. Enfin, sauf si tu es fan de tout avoir. L'idée de faire un template, hein, c'est justement de ne pas mettre à disposition tous les paramètres dans la page edit. Euh, du coup, on sélectionne ceux qui nous semblent importants. Et euh, par contre, effectivement, de tout cocher, je crois pas que tu puisses tout cocher d'un coup, en fait, malheureusement. Ah, alors attends, tu m'entends là maintenant?
Alors j'arrive à parler, par contre je suis pas sûr, je suis Là, sûr tu de pas m'entends? entendre. T'es sûr? Ah c'est j'entends. Ok. Alors Ah, tu m'entends? ce que je disais, c'est que il n'y a pas forcément un intérêt à tout sélectionner, puisque le but, quand tu es dans la page, si tu connais bien Fusion et que tu sais à quoi font référence tous les paramètres, il n'y a pas de problème dans la page Edit d'avoir tous tes paramètres. Mais si ça s'adresse à un monteur, puisque c'est un template, t'as pas envie de tout montrer à la personne qui va utiliser le template, en fait. D'accord? Et deux, effectivement, tu peux pas tout sélectionner d'un coup, malheureusement, pour l'instant. Cette fenêtre de création de macros est très très vieille, hein, puisque vous le savez tous, Fusion est un très vieux logiciel. Ils sont en train, donc, la première chose, les deux choses que Blackmagic a fait sur Fusion, c'est donc de l'intégrer. Vous avez, pour ceux qui ont connu Fusion 7, 8 et 9, je crois, vous êtes sans doute, vous savez sans doute que l'interface n'était pas comme ça. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait toute l'interface pour qu'elle soit un peu en accord avec Resolve. Et d'ailleurs maintenant, le Fusion 16, euh, comment dire, a l'interface du Fusion dans Resolve. Donc ils ont uniformisé les interfaces. Et l'autre truc, c'est ils réécrivent tout le logiciel qui était que CPU pour tirer parti du GPU parce que c'est comme ça que fonctionne Resolve. C'est-à-dire que les effets en edit, les effets en color dans Resolve, c'est le GPU qui le calcule. C'est quand même un peu bête que les effets comment ça s'appelle, en fusion, ça fasse pas la même chose. Et ça, c'est un temps comment ça s'appelle, qui pas minimal, ça prend du temps et ils sont en train de refaire ça. Et parmi les choses qu'il y a à faire, il y a cette fameuse fenêtre, pour terminer, de création de macros qui a une ergonomie préhistorique. Donc pour l'instant, voilà, on peut penser que tout ça va s'améliorer. Pour terminer juste avec cette question sur cette création de macros, au Mm. minimum de toute manière doivent être cochés media in et media out et Media les out. différents Ouais, ouais, voilà. ouais. Ça c'est coché, ça fait partie du Ouais. template et au Si, milieu les différents éléments mm. des effets qu'on applique, d'accord. Si tu as bien regardé, en fait, quand j'ai créé la macro, il y avait déjà le media out qui était sélectionné, puisqu'il était rouge. Ok. Tu Euh, allais c'est- super vite, c'est pour ça que je ouais, pose la ouais, je suis allé question. assez J'ai pas vite, en eu fait. le temps de voir. Eh bien, voilà, je te le dis, c'est que normalement, il met le minimum syndical, mais c'est bien de remettre les sorties et après, on met ce dont on a besoin. Alors, question de Hals Office. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Fusion Studio qu'on ne peut pas faire dans la version intégrée dans Resolve? Alors, le plus simple, c'est d'aller voir. Je crois qu'il y a une page qui montre les Voilà. différences, hein. Alors, hop, hop. Donc ici, si tu vas sur Fusion, il y a ici Compare. Et dans Compare, ils vont comparer ce qui est faisable dans Fusion Studio, donc autonome, et le Fusion du Resolve Studio. Attention. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans les deux. Après, on s'aperçoit qu'il y a le Studio Player, donc c'est un player dédié qu'on n'a pas avec Resolve. Pour regarder un peu. Puis il va y avoir tout ce qui est bin partage, enfin euh, la network rendering. Ah, voilà, il y a cette page-là pour voir. Je te laisserai voir ce qu'il y a. Par contre, il est sûr que la version gratuite de DaVinci a des fonctionnalités limitées de Resolve. Pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Que la version gratuite a des fonctionnalités limitées de Fusion. Notamment, je sais que le tracker 3D fonctionne pas et ainsi de suite, quoi. Des fonctions assez haut de gamme ne sont pas activées dans le Fusion du DaVinci gratuit. Et on rappelle à tous ceux qui possèdent un dongle DaVinci, le dongle DaVinci vous permet d'installer sur la même machine le logiciel Fusion Studio Standalone. Et donc vous Alors, pouvez utiliser les deux logiciels indépendamment grâce au dongle, ce qui n'est hmm, pas le cas pour la clé d'activation qui, elle, ne fonctionne que voilà, pour Resolve Studio. oui. Donc ça, c'est souvent une source Hmm, de confusion. Donc dongle
permet d'utiliser les deux logiciels, que ce Logiciel. soit le dongle Fusion Studio ou le dongle Resolve Studio. Hmm. Ils font marcher les deux logiciels. Ouais. La clé d'activation, elle n'existe à ce jour que pour Resolve Studio et ne permet pas le standalone de Hmm. Fusion. Hmm. Il est bon de le rappeler. Ouais. Donc en gros, le dongle devient un espèce de dongle universel puisqu'il fait fonctionner les deux logiciels. Et inversement, la clé d'activation, elle permet de faire tourner deux Resolve Studio dans le même réseau. La clé d'activation. Donc à vous de voir. C'est vrai que pour le même prix, en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors en fait là-dessus, il faut savoir que le dongle c'est historique. Quand Blackmagic a racheté DaVinci et qu'ils ont sorti le logiciel indépendamment du matériel, c'était fourni avec un dongle. Donc ils ont gardé c'est un peu d'histoire là, depuis 7 à 9 ans. Et puisqu'il y a des gens aussi qui travaillent dans des situations où le fait d'avoir une connexion au réseau est interdit ou pas possible, le Mm. dongle permet effectivement de s'affranchir de ce genre de Mm. contraintes. Donc c'est pour ça qu'à ce jour, le dongle Mm. est toujours présent, est toujours un choix disponible. Mm. La clé d'activation a été introduite à partir de Resolve 15, 14. 14 ou 14. 14? Ouais, ça 14. fonctionne à partir de 14, la clé Pardon. d'activation. Et effectivement, ils ont ajouté ce bonus de pouvoir activer deux machines. Typiquement, alors à la base, c'était effectivement pensé dans le sens, on a un desktop et un mobile, Ouais. et le fait de pouvoir toujours avoir sa Mm. machine, et de ne pas avoir activé, désactivé la machine de bureau pour aller travailler en mobilité. Donc l'idée à la base, c'était ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus trop ça. Ça permet vraiment d'activer deux machines de bureau ou ce qu'on veut et d'avoir deux machines qui travaillent avec du Resolve Studio, donc pouvoir faire du collaboratif par exemple avec une clé, c'est Mm. possible. Et sur enfin un peu parallèle à ça, il faut savoir aussi que tout projet fait sur la version Studio peut être lu sur la version gratuite, avec les limitations qu'apporte la version gratuite, mais sans détérioration, hein. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler sur une version Studio, continuer sur une version gratuite, et reprendre et continuer sur une version Studio. D'accord? Il y a pas de limitation à travailler sur une version gratuite en termes de je détruis des fonctionnalités que j'aurais fait en amont avec la version Studio. Si dans le cas où vous avez un laptop où vous mettez que la version gratuite, vous pouvez continuer à travailler. Alors, vous n'aurez pas le denoise, vous aurez pas, enfin, il y aura des choses que vous n'avez pas accès, mais ça vous empêche pas de monter, de continuer à monter, de continuer à faire des choses, puis de rebasculer le projet sur votre station qui a le studio et de récupérer tout le travail qui a été fait en amont avec le studio. Donc on peut installer le gratuit sur pas mal de machines. Ça détériore pas le travail que l'on a déjà fait sur la version studio. Il faudra une version studio de toute manière pour sortir le produit final. C'est plus clair comme ça. Mm. Alors, Vincent Lacotte qui nous dit que les rushs MXF de type F5 ne sont plus lus nativement en version gratuite. Voilà, alors il y a une limitation, alors c'est MXF, enfin, c'est même plus général, je crois que c'est tout ce qui est en base de H264, mais donc c'est chez Sony ça s'appelle l'XAVC, mais dès que c'est du 422 10 bits, c'est pas introduit dans la version gratuite. Si vous passez en 422 8 bits enfin, dès que vous êtes en 10 bits sur du H64, euh, bon, peut-être que c'est que les MXF, faudrait revérifier. Mais en tout cas, c'est une limitation qui a toujours été, hein. Depuis que les caméras font ce type de fichier, la version gratuite ne le lit pas. Ils apparaissent offline, on n'entend que le son. Ouais, c'est Ouais. valide, je crois aussi pour tout ce qui est fichiers GA5 et autres. Dès que c'est 10 bits 422, Voilà, c'est dans la ça. version gratuite, ça passe Je, pas. voilà, je crois que c'est général, hein. Dès qu'on a du H64 en 10 bits 422, la version gratuite le voit pas. Ouais. Il y a d'autres limitations dans la version gratuite, effectivement, hein. Moi, je parlais du travail à proprement parler. Voilà. Alors, donc Cyril nous dit, j'ai bien noté que les templates peuvent être intégrés directement dans la page Edit et c'est top. Est-ce que ces mêmes templates peuvent aussi être rappelés dans la page Fusion directement?
Alors, je pense pas directement, il faut que tu les recopies puisque tu as vu que dans ici, tu as le dossier Fusion et toutes les macros que tu enregistres dans ce dossier-là, ils sont accessibles dans Fusion. Tu as besoin, donc il faudrait que tu fasses une copie de celui-là ici pour y avoir accès directement dans Fusion. Alors, question, y a-t-il moyen d'exporter en ProRes sous Linux? Je n'ai pas l'option sous CentOS. Alors, la version Linux qui permet de faire du ProRes, c'est uniquement celle qui est livrée avec le panel Advanced. Hmm. Donc, les versions gratuites ou Studio ne gèrent pas le ProRes Linux. Donc, uniquement la version avec le gros panel qui a un dongle qui lui est exclusif. Et donc, cette version-là permet de faire du ProRes en export. C'est la Hmm. seule à ce jour pour DaVinci. Ouais. Alors, Monsieur Noulins, que je connais, pour poser quelque chose sur plusieurs plans à la fois. Alors, oui, tu peux, je vais te montrer ça. Donc, tu as deux possibilités pour poser sur plusieurs plans. Donc, si tu veux poser un titre sur plusieurs plans, ben, tu utilises dans les effets ici une fusion composition qui aura sa transparence et tu la mets sur la V2 et tu travailles dessus. Donc ici, si je rentre dans cette... alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire Open. Je vais juste mettre un texte. Euh, ok, je retourne ici. Donc effectivement, cet élément, il va être animé sur, enfin, il va être animé, il va être mis sur les deux éléments. Donc on peut faire ce que l'on veut. Si on veut récupérer ce qu'il y a en dessous, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle l'adjustment clip. Donc il y a un adjustment layer qu'on a sur d'autres logiciels. Donc ici, effectivement, ben, si je rentre dans Fusion dans l'adjustment clip, donc ça, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Donc on le voit. Donc si par exemple, maintenant, je mets un blur et je vais mettre un blur avec, hop, tac, je vais prendre mon ellipse, je vais l'inverser. Excusez-moi, c'est pas un blur que j'ai mis. Je fais pas ce que je dis. Clac. Voilà. En train de faire un vignettage, hein. Hop, clac. Donc je prends mon blur, je vais le pousser un peu pour que vous voyez. Hop. Donc clac, mon ellipse. Voilà, je soft. Hop, hop. Alors attends, je vais le laisser comme ça pour qu'on le voit. Et du coup maintenant, si je retourne en edit, donc mon adjustment layer, il fonctionne sur tout ce qui est en dessous. Si j'ai besoin de le tirer aussi sur ce plan-là. Alors ce plan-là, hop, tac. Et du coup, maintenant, j'ai bien le flou aussi ici. Donc, deux possibilités, soit de faire une fusion, une compo fusion de, vierge, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous, soit de faire un adjustment clip et on travaille directement sur ce qu'il y a en dessous. Voilà. Magnifique. Oh bah alors. Jean Coutcy, est-il possible de récupérer un track? Ben non, malheureusement, pas à ma connaissance. Peut-être que toi tu sais, Jean d'ailleurs. Euh, alors, c'est donc la gestion sur un objet unique, que ce soit l'adjustment clip ou objet fusion. Je suppose qu'un même titre, par exemple, ne peut être copié intégralement sur deux clips disjoints, ce qui fait qu'au moins le nombre de frames est différent. Alors, je crois que je comprends pas forcément la question de Cyril. Euh, en tout cas, les objets, les templates, pour l'instant, je ne l'ai pas évoqué parce que sinon ça durerait trop longtemps, mais on peut changer leur durée. Et il y a pas mal de fonctionnalités avancées au sein de Fusion pour expliquer la manière
dont un template réagit en fonction de son changement de durée. Voilà, et après, si on utilise plusieurs fois le même template, ils ont chacun leurs paramètres. Enfin, je sais pas, je crois pas que, je sais pas si je réponds bien. C'était pour voir si on pouvait faire avec Fusion la même chose avec deux objets disjoints. Ah, ah, je sais pas, il faudrait voir. Ça, c'est une bonne question. Alors, Damien, bonjour. Dans le plan avec le titre sur la planète, si on souhaite que le titre soit un peu caché par la planète, c'est-à-dire, oui, bon, ça, on peut le faire, hein. Je vais vous montrer. Alors, je vais enlever ça. Je vais retourner ici sur ce plan-là. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je vais rentrer dans Fusion. Donc, il y a une méthode qui consisterait à récupérer la planète. Donc, je vais utiliser. Bon, pour utiliser, la première méthode serait d'utiliser simplement un mat control et une forme qui découpe exactement comme la planète, puisque ça bouge pas beaucoup hein, dans ce plan-là. Là, je vais utiliser un Lumaki. Donc, je vais brancher ici. Hop. Et je vais régler mon Lumaki pour essayer. Pardon. Voilà. Donc mon Lumaki va me permettre de récupérer ma planète et d'enlever le fond noir. Et ça, ben, je vais simplement aller le poser par-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça comme premier plan. Je vais le mettre là-dessus. Alors attendez, pour qu'on voit bien. Hop, voilà. Clac. Alors j'aime. Pardon, excusez-moi. Je vais plutôt le mettre ici. Clac. Je vais mettre un routeur avec la touche Alt. Clac. Donc je vais remettre ça par-dessus. Et du coup, effectivement, maintenant, alors il va falloir que j'ajuste mon Lumaki en fonction de comment je veux, hop. Et puis mon texte. Donc ici, je vais mettre derrière mon texte, je vais mettre un transform pour pouvoir positionner mon texte comme je veux. Hop, voilà. Ok. Ok, c'était ça, hein. Ouais, ok. Euh, Peine sur deux clips adjacents. Oui, très bien. Ben, d'autres questions? Il n'y a plus de questions, ça y est, c'était trop clair, hein. Alors, petit teasing de ce qu'on va Ouais, vous présenter la prochaine fois, puisque vous aimez les présentations d'Olivier, alors on va vous en donner un peu plus prochainement. alors, attends, il y a juste une question. Bah, vas-y, je répondrai à à Chrissy après. Vas-y. Hop, est-ce que il est visible? Donc, Oui, c'est visible, on le voit, c'est hein. visible? Ouais, Ok. ouais, 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 tout à fait. Donc, si tu as besoin de retrouver la main, alors attends, j'arrête le partage, je te rends la main. Bah, non, non, remets le tien, non? Comme tu veux, ça dépend si tu as besoin de remettre ton interface Fusion pour répondre à la question ou pas. Ah oui. Alors, bah, non, pas vraiment, en fait. Je vais simplement dire. Donc, pour répondre à Christyle 84, là, donc, il y a, en gros, les méthodes, quand tu fais un template d'une certaine durée, et c'est ce que j'ai déjà évoqué, et que tu veux changer la durée de ce template, il y a des nœuds, faut l'apprendre. Il y a des nœuds qui permettent de rendre une partie du template élastique et l'autre pas. Ou aussi, il y a la possibilité d'utiliser des expressions pour adapter les animations à la durée du template dans la page edit. Donc il y a
il y a les outils pour que effectivement, quand tu ratatines ou tu étires ton template, tes animations suivent ou restent justement pas. Voilà. Il y a effectivement, ça a été pensé. Surtout du coup, hein, depuis la version 16.2. La 16.2, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui, pas tellement documentées malheureusement, mais qui ont été faites pour en direction de la fabrication des templates. Ben vas-y Jean-Philippe. Bon, ben, Ouais. s'il n'y a plus de questions, on va en terminer sur cette dernière explication. Mm. Merci de votre participation. J'espère que Merci. ce séminaire a répondu à vos attentes. C'était une première, donc on est voilà, on est en phase d'apprentissage nous aussi. Euh, le prochain sujet, donc vous l'avez vu, il est affiché à l'écran. Ça sera courant du mois de juin. Vous serez prévenus hein, sur nos différentes pages de réseaux sociaux le jour et l'heure. On verra si, en fonction de la demande, si on maintient le format de 2 sessions, une matin, après-midi, ou si on fait une seule session. On verra en fonction des retours. Mm. On jugera si c'est judicieux de faire 1 ou 2 sessions. J'espère que la qualité d'image était bonne. Le son, on sait que c'est bon, ça on a déjà pratiqué logiquement. La qualité du son Dolby de Blue Jeans normalement est très très bonne. Euh, voilà, donc merci à vous. On se retrouve ben, dans quelques semaines pour pour le prochain séminaire. Olivier, merci pour ces deux sessions du jour, De rien, c'était cette un plaisir. première fois. Merci à tous. Ouais. Et on Et se retrouve, à la prochaine. voilà. Mm. Merci à tous et on vous dit à bientôt pour la Ouais. prochaine fois. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.